Bonjour. Bonjour. On cherche un jeu avec mon copain, un jeu pour passer le temps, et on vous... Attendez. Me dites rien. Vous êtes du signe de la balance. Non, Scorpion? non, Poisson? non plus non, mais c'est pas le propos en fait, on cherche un jeu pro... J'ai le droit à un dernier essai. Oui. Taureau. Oui voilà, c'est ça. Non, t'es pas un taureau. Alors taureau, il vous faut du jeu avec du caractère et de l'affrontement. Que pensez-vous de Rift Force? En fait c'est pour jouer avec mon copain, et c'est pas le genre de jeu qu'il apprécie en fait. Ah, c'est vrai. Votre copain, il est... Gémeaux? Non. Verseau? Non. En fait, je suis balance. Vous êtes balance, il est taureau. Oui. Il vous faut totem couple, obligé. Ah, totem couple, obligé, totem couple. Et oui, totem couple, n'est-ce pas Alex? Tout à fait. Totem couple, tiens, je te le donne. Merci beaucoup. Merci, et oui, vous venez de voir l'épisode 1 d'une petite série appelée Les Vendeurs. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres épisodes? On sait pas. Vous verrez bien la semaine prochaine. Bienvenue dans la vidéo du vendredi sur notre chaîne YouTube que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et on vous en remercie grandement. C'est une vidéo qui reprend l'actualité ludique de la semaine et qui vous présente les nouveautés sorties de la manière la plus dynamique et précise possible. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite faire. Avant de commencer cette vidéo, on va parler des jeux dont on ne parlera pas, parce qu'on les a pas encore reçus, mais qui sont quand même sortis sur cette semaine où vous regardez la vidéo. Il y a l'extension, la Big Box pour Lorenzo, un excellent jeu qu'adore Jeff, donc coucou Jeff, et il y a également Master of Renaissance, n'est-ce pas, qui est Lorenzo, le jeu de dés. Que j'avais présenté dans la vidéo des Que tu avais 3000. présenté dans la vidéo des 3000. Donc déjà, si vous voulez avoir une petite exclue, vous pouvez aller déjà regarder à quoi ça ressemble. On devrait la recevoir sur ce vendredi, là où est publiée la vidéo, mais nous la tournons un petit peu avant. D'où la petite chose. Et vu qu'on parle d'Atalia, puisque c'est eux qui éditent ces jeux, alors sachez, si vous avez acheté Ragusa, que nous avons reçu les petits paquets de cartes, puisqu'il y avait un léger petit bug dans le nombre de cartes qu'il y avait dans chaque type de famille. Oui. Voici le petit paquet de remplacement. Donc si vous avez acheté Ragusa, venez au magasin, on vous remet votre petit paquet. Moi j'ai pris le mien, puisque j'avais acheté Ragusa. Ça n'empêchait pas de jouer, mais maintenant on a le jeu tel qu'il aurait dû être édité. Ouais. Voilà, cette longue petite présentation, enfin longue petite, ayant été faite, eh bien on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Yes. Et on commence avec le docteur Rainer Knizia qui nous avait déjà régalé il y a 2 semaines avec ce jeu, souvenez-vous, Hit, Oui. qui avait été un hit d'ailleurs, parce qu'il est tombé en rupture 2 C'est jours vrai. après, enfin, en tout cas dans le magasin, on en a recommandé en tout cas. C'est vrai que c'était très agréable ce petit côté stop ou encore, etc., prise de risque. Et Rainer Knizia, il est toujours très bon quand il fait des jeux avec des cartes et des numéros et des couleurs. Ouais. Voilà, et il arrive toujours à faire un petit twist vraiment sympa, et c'est encore le cas dans ce Rail Riders The Card Game, puisque Rainer Knizia, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le monsieur qui a fait Shotten Totten, qui a fait Les Cités Perdues, entre autres, hein, il en a fait plein. Pour les enfants, il a fait Kangaroo. Bref, c'est toujours des jeux, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, il y a toujours une petite subtilité, et c'est le cas dans ce Rail Riders. Alors, il a des petits relents de Fujiflush ou de 5-2-1, parce qu'il y a une espèce de petite coopération qui va se faire pendant la partie, mais c'est pas un jeu coopératif. Vous avez ces paquets de cartes là, donc des cartes qui vont de 3 à 7, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a beaucoup plus de 7 qu'il n'y a de 3. On va tout mélanger, voilà, on va en distribuer 6 à chaque joueur, et maintenant à votre tour de jeu, vous posez une carte, vous faites une vente quelque part. Donc je pose une carte, je voudrais vendre des perles. Maintenant, pour que les perles soient vendues, il faut, puisqu'elles portent le numéro 7, qu'il y ait exactement 7 perles sur la table. Donc en gros, il va falloir que je compte aussi sur les autres pour qu'ils me suivent. Il y a un intérêt à suivre, pourquoi? Parce que si les perles arrivent à être vendues, alors tout le monde pourra récupérer ces perles et les banquer, un petit peu comme dans 5-2 à 1. Et si d'autres avaient tenté de lancer d'autres ventes, hein, genre je voulais lancer une vente là-dessus, hein, sur du espèce de poisson coupé en deux, et ben tout ça est détruit et j'avais joué ces cartes pour rien. Donc on va faire des petits appels, on va dire tiens tu me suivrais si je pose du 7, mais du 7 ça fait beaucoup. Alors peut-être que du 3 c'est plus simple évidemment, parce que 3 il suffit que 2 autres personnes vous suivent, voire même un peu moins, parce qu'il y a des cartes, toutes les cartes ont des fois une double valeur, comme ceci, tu vois Alex, et tout ont ça. Donc là il suffit que moi je pose ça, toi Alex tu poses ça, on est à 3, nickel, on a fait notre vente sur 3. Maintenant, il y a aussi des cartes qui vont détruire les ressources
par exemple les cartes tempête, comme ceci. Si on est à 6-7 et que j'ai pas envie que les autres ils banquent leurs cartes, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que chaque carte vaut sa valeur en points, c'est-à-dire qu'évidemment une perle rapportera 7 points et 3 perles 21 points. Donc si je vois que tout le monde va bien se gaver en perles et marquer plein de points et que moi j'ai pas de perles, je peux jouer ça. Et bye bye les perles, destruction des perles, ça dégage et je relance sur peut-être autre chose. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est une petite subtilité parce que pour jouer au jeu dans sa globalité, ça c'est presque une approche familiale, on va jouer avec les commandes des ports. Voilà le port espadon qui dit que sur ce tour-ci, vous ne pouvez pas jouer de carte coquillage, celle qui porte le numéro 3. Sur ce tour-ci, vous gagnez automatiquement les cartes algues. Donc dès que je joue une carte algue, j'ai pas besoin que d'autres personnes aient suivi, je la gagne. Et la manche continue jusqu'à l'acquisition d'un cargo. Voilà, il y a tout ça de petits, vous ne pouvez pas jouer de carte tempête de neige, vous ne pouvez pas jouer de carte bonus. Bref, vous voyez que ça a l'air simple comme ça, mais c'est bien malin, et ce petit côté coopératif, on joue ensemble mais on gagne seul, va faire tout le sel de ce Well Riders The Card Game. Voilà, je pense que nous allons pouvoir continuer cette petite balade du magasin et enchaîner avec le Kamimai, le livre des secrets, le livre maudit. Et là c'est très thématique parce qu'on a vraiment l'impression d'un livre, et c'est un jeu qui va vous évoquer un peu le château de cartes que vous faisiez quand vous étiez enfant, ou le Mikado que vous faisiez aussi quand vous étiez enfant. Sauf que c'est un jeu coopératif, et c'est un jeu qui va jouer sur cet effet de château de cartes en effet. Voici le livre maudit, le livre dans lequel vous allez devoir affronter le Kamimai. Vous avez ce petit bloc score, vous avez 3 types de Kamimai. On va dire un Kamimai facile, un Kamimai moyen, et un Kamimai difficile. Comment ça va se passer? C'est un jeu de prise de cartes. À mon tour de jeu, je vais pouvoir attraper autant de cartes que je veux, celles qui sont sur le bord par exemple ou au centre, mais il faut pas que je fasse tomber le livre, parce que si je fais tomber le livre, je vais cocher ici qu'il y a eu un petit problème, et vous savez, comme dans tout jeu coopératif, dès que tout ça est coché, on a perdu la partie. Évidemment, les cartes qu'on va vouloir récupérer sont des cartes de couleur. Voilà, par exemple, je récupère ce vert là. Pourquoi je le récupère? Parce que pour abattre le Kamimai, il a 3 zones, celui-là, vous voyez, cette zone là et cette zone là, déterminées par ces flèches. Je vais choisir une flèche. Alors là, pour le facile, on commence toujours par ça, parce que là, il n'y a pas de perte de points si vous faites tomber le Kamimai. Voilà, ça c'est le livre maudit. Là, ensuite, je vais colorier cette flèche. Maintenant, on va essayer d'affronter cette zone-là. Et cette zone-là me dit qu'il faut que j'ai 4 cartes vertes devant moi. Donc, je vais aller chercher les cartes vertes. Je vais pouvoir faire appel aux autres aussi, pour faire des sorts multiples. Le truc, c'est que mes places sont limitées devant moi. Je n'ai droit qu'à 4 cartes. Donc, je peux piocher plein de cartes, mais à la fin de mon tour, je devrais jeter l'excédent. Donc attention à ne pas trop gâcher. En plus, dans ce livre maudit, il y a des gardiens. Et les gardiens, ils vont vous donner des gages qui vous forceront déjà à prendre les cartes avec des doigts que vous n'aimez pas trop, ou avec la main que vous n'aimez pas trop. Et également, ils bloqueront des emplacements devant vous. Mais heureusement, il y a aussi des fées là-dedans. Et les fées, elles vous permettront de pouvoir avoir des pouvoirs de symbole joker, ou alors de pouvoir dégager des gardiens. Bref, ça donnerait à peu près ça. J'ai la main qui tremble évidemment, et là je sens que ça va se casser la figure. Voilà. Oh. Et en plus j'ai choisi qu'une seule carte. C'est rigolo. Alors il y a une petite application pour apprendre à mettre en place le livre du Kamimai, parce que c'est un coup à prendre. Là je vais faire un peu n'importe quoi pour aller vite, mais c'est un petit coup à prendre. Mais nul doute que déjà au bout d'un certain nombre d'exercices, vous arriverez à le mettre en place et à bien le mettre en éventail. C'est très original. C'est un jeu qui nous vient, je ne l'ai pas dit, du pays du soleil levant, puisque c'est Masakasu Takizawa, et c'est mis en lumière par Valériane Olé. Voilà, c'est très joli. 2 à 5 joueurs. Pour 2 à 5 joueurs, un jeu coopératif pour des parties de 25 minutes, une demi-heure. Ouais. Et les cartes, vous ne le voyez pas, mais elles sont en carton très épais, forcément, parce qu'il va y avoir pas mal de manipulations. Il faut qu'elles soient très solides, parce qu'elles tiennent comme ça en éventail debout. Voilà. Voilà pour le Kamimai, un jeu édité par les Greux Games. Voilà, ceux qui ont fait aussi Nidavellir. Le Roi et moi. Ah, bien vu Alex. Alors Le Roi et moi, c'est la réédition de ce jeu-là, un jeu que j'adore. Voilà, Biblios, un jeu dont je ne me séparerai jamais. Un petit jeu rapide de prise de cartes comme ça. C'était chez Yellow, et voici que Yellow réédite, qui s'appelle Pour le Roi. Et entre parenthèses, et moi. Est-ce que tu peux poser la boîte pour que j'ai pas de reflet? Bien sûr, nickel, voilà. Et on va dire que c'est un autre style de dessin. Voilà, les goûts et les couleurs, je n'en dirai pas plus. Vous avez un jeu de Steve Finn, un jeu pour 2 à 5 joueurs, un jeu pour des parties rapides, un jeu en tout cas moi tel que j'ai connu. Là ils ont l'air de dire qu'il y a des petites choses en plus un peu plus retorses, mais un jeu en fait où grosso modo on allait piocher des cartes. On en avait 3 cartes ou 4 cartes, ça dépend du nombre de joueurs. Il y en a une qu'on se garde pour soi. Si on la pioche
on décide au moment où on la pioche de la donner soit à soi, soit à un joueur, soit de la mettre dans la réserve. Mais on ne sait pas ce qui va sortir derrière. Donc cette carte-là, est-ce que je la garde pour moi? Mais s'il y a une carte encore mieux qui sort, est-ce que j'aurais pas mieux fait de la donner à quelqu'un d'autre? Parce qu'une fois que je me suis donné une carte, je ne peux plus me donner 2 cartes, évidemment. Et mon tour va s'arrêter quand j'aurai contenté tout le monde. C'est-à-dire une carte dans la réserve, une carte à chaque joueur et une carte pour moi. Certainement, c'est pour ça que ça s'appelle Pour le roi et moi. On pense un peu à Louis de Funès, tu sais, quand il dit ça c'est pour le roi, Oui. ça c'est pour moi. On sent que c'est un peu ce style de jeu. D'ailleurs, de Biblios le faisait comme ça, mais là, on le sent encore plus transpirer dans le jeu. Et bien évidemment, on va essayer de se prendre des majorités. Grosso modo, je vous avais fait jouer, tu te souviens, Ouais. à Biblios. On va essayer de faire des majorités dans différentes couleurs, sachant que ces couleurs ont des valeurs de points qui vont pouvoir être influencées pendant la partie par des cartes. C'est-à-dire qu'en tout cas dans Biblios, il y avait des cartes qu'on sortait et qui disaient j'ai le droit de faire plus 2 à 2 couleurs de mon choix ou moins 1 à une couleur de mon choix. Et du coup, on va valoriser des couleurs qu'on pense avoir bien collectées, sauf qu'on n'a pas le droit de re-regarder son paquet des cartes qu'on a collectées. On va essayer de enlever des points à une couleur ou à plusieurs couleurs qu'on n'a pas bien faites. Et une fois que ceci est fait, les cartes qu'on avait mis en réserve, on va les mettre aux enchères. Parce que dans les cartes que vous avez récupérées, il y a des cartes de petits deniers. Et ces cartes-là, on va pouvoir les acheter avec des deniers. Et donc on va pouvoir récupérer des cartes qu'on avait mis dans la réserve, peut-être pour gagner des majorités au dernier moment. Bref, c'est quand même très sympa, c'est un jeu très malin, ça s'appelait Biblios, ça s'appelle Pour le roi et moi, c'est un autre style mais ça reste quand même un jeu bien retorse, bien malin et il aura du succès à n'en point douter. Voilà pour Le roi et moi. Et on va passer de ce côté-ci, Alex, avec un jeu qui était très attendu et qui est déjà en rupture, je tiens à vous le dire. Destinies, c'est le jeu narratif par excellence, c'est le jeu qui buzz à fond. Pourquoi? Parce que c'est à jouer avec une application et pour tous ceux qui y ont joué, c'est certainement l'application la plus parfaite pour ce style de jeu, parce qu'elle va créer une ambiance, parce qu'elle va s'adapter à vos choix et que c'est un jeu extrêmement narratif, totalement rejouable parce qu'il y a pas mal de personnages, chacun ont des destinées différentes en plus, il y a une destinée ici, une destinée ici, et si je choisis d'aller sur cette destinée là, je n'aurai pas la même partie que si je vais sur cette destinée là. Tu peux tourner la carte si tu veux, je peux tourner la carte. On voit de l'autre côté où voilà. c'est super bien. Soit voilà, j'effectue une cérémonie de guérison, soit j'inverse le sort. Il y a une petite explication de qui je suis la sorcière, j'ai mon petit personnage parce que c'est un jeu avec des figurines, je sais pas, tu as vu peut-être, tu as pu filmer toutes ces figurines qui sont là, et tu vas lancer l'application. Je vais tout à fait démarrer l'application, voilà. Je vous montre en fait, là on choisit le scénario, donc là c'est la nature de la bête, c'est le premier. Hop, je vais faire jouer. Et là ce que j'aime bien, c'est que après avoir choisi le nombre de joueurs, donc pour vous expliquer, moi j'ai fait 2 modes solo. Il y a le mode solo, alors je vais essayer de faire le point quand même, parce que je regarde les 2 écrans en même temps. Alors hop, bon ça fait pas trop bien le point, mais c'est pas grave, vous allez voir en fait qu'il y a plusieurs choix. Le premier c'est 2 ou 3 joueurs, donc c'est le mode normal. Challenger solo, c'est que vous allez être un peu limité dans le temps, vous n'aurez pas le temps de tout explorer. À l'inverse de l'autre mode solo qui lui est explorateur, donc vous faites un peu le vagabond quoi. Vous allez regarder un peu à droite à gauche, vous allez vraiment pouvoir explorer toutes les tuiles. Donc là on va faire le mode normal pour le nombre de joueurs. Et pour vous montrer l'intro. Et là c'est surtout pour vous montrer l'intro en fait, parce que si vous allez entendre et si mon son est bon, vous avez une petite musique d'ambiance et en plus de lire le texte, vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'il y a un narrateur qui va le faire pour vous. Et si le timing est bon pendant que je meuble, ça va arriver pile à ce moment-là. C'est au plus profond de la nuit, dans le froid mortel. Tu aurais dû être animateur radio. Que l'effroyable hurlement voilà. retentit pour la première fois. Bref, vous avez une ambiance forte, si on peut peut-être le baisser. Bien sûr. Et vous avez un jeu d'exploration, clairement. Un jeu un peu à la 7ème continent, quelque part. Vous avez des tuiles. Alors, l'application se charge de tout. Vous dit, vous mettez cette tuile-là, cette tuile-là, cette tuile-là. Vous partez sur cette tuile-là. Votre personnage aussi, quelles vont être ses compétences, sachant que ça, c'est l'intelligence, l'adresse et la force. Évidemment. Et ces petits picots, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très malin, ce système de test, en fait. Super bref, vous allez avoir des personnages que vous allez rencontrer, comme ceci, et vous allez les signaler par ce petit jeton. Alors le matériel est immense, l'épaisseur des tokens, incroyable. Donc vous avez des tuiles, c'est dans le brouillard, vous savez pas trop ce que c'est. Alors on va pas vous spoiler quand même, mais on va vous dire que si à un moment vous voulez aller voir cette tuile, vous allez la retourner, et que c'est la suite du chemin, et qu'il y a comme une espèce de petit cimetière. Et je te coupe juste pour dire que dans l'application, en fait, ils vous diront indique exactement de positionner peut-être ça, et qu'il y aura une bestiole ici, qu'on va devoir affronter. Bref, on va faire des recherches pour notre destinée, pour accomplir notre destinée. On va gagner des objets, objets qu'on va queer-coder pour faire des interactions, et on va aussi combattre, on va faire des jets de dés. C'est magnifique dégravé, c'est incroyable le matériel. Avec ça, c'est des dés bonus qu'on va pouvoir épuiser. Exactement. On en gagne un au début de chaque phase, et du coup c'est intéressant parce que si on fait rien pendant un tour, on sait qu'au tour d'après on aura gardé en fait les dés au tour précédent.
Donc c'est des dés qu'on peut cumuler jusqu'à 3. Exactement. Et en grosso modo, eh ben, on va faire des tests. C'est comme un jeu de rôle quelque part. Exactement. Et l'application, c'est votre maître du jeu. Ouais. Ce que j'ai oublié de dire, pardon, c'est que c'est un jeu qui joue de 1 à 3 joueurs uniquement. Hein. Vous pouvez pas jouer à 4, ni à 5, ni à 6. C'est 1 à 3, mais en même temps, voilà, c'est pour les joueurs solo, les joueurs en couple ou à 3. Il y a tout ce beau matériel et le but, donc, faire votre destinée. Maintenant, le système qui est très malin, c'est ce système que vous voyez là. Quand je vais faire un test d'intelligence, je vais jeter des dés. Alors je vais pouvoir utiliser des bonus que je vais épuiser après pour réussir un test. En fait, je sais pas si j'ai réussi ou pas. C'est l'application qui va me le dire. Et je vais additionner. Alors j'ai pas donné la mesure, je suis pas fort au dé. On va faire ça par exemple. Ah si, ça c'était une réussite obligatoire. Mais réussite obligatoire. donc 3, 5, 7. Et ben 7, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc 2 réussites. Exactement. Évidemment, si j'avais fait plus que 7, si j'avais fait 11, j'aurais une 3e réussite. Et pendant la partie, je vais pouvoir baisser ceci. Ouais. Et évidemment, pourquoi ? Parce que maintenant, si je fais un 7, imaginons si je descends ça, j'aurai 3 réussites maintenant quand je fais un 7. Et évidemment, je peux pouvoir faire ça sur tout. Là, il y a l'intelligence, il y a l'adresse, là, la force. Et il va falloir que je choisisse sur quels items je veux m'améliorer. Voilà, grosso modo, Destinies, c'est fabuleux. Je sais plus qui a fait le jeu, alors je vais peut-être pousser ton petit téléphone parce que il faut rendre... Alors, c'est Michael Golkiowski et Philippe Milunski. Voilà, c'est coup de cœur direct de la boutique parce que l'application elle est fabuleuse, elle va s'adapter à vos choix, elle va vous mettre de l'ambiance, vous allez vivre une vraie aventure narrative, le matériel il est fabuleux. D'ailleurs, est-ce que tu peux me rappeler le prix parce que je crois que alors le prix il est incroyable, il est de 50 €. Voilà, comme ça, 50 €. C'est voilà. La qualité du matos. Exactement. Et en plus ils ont fait des petites figurines. Voilà, quand vous êtes cette petite figurine, vous vous retrouvez face à ce bidule là. Et ben voilà quoi, on a vraiment la sensation de taille qui est vraiment super bien rendue. Bref, c'est super chouette, c'est une belle surprise. Oui. Et nul doute que ça va cartonner parce que de toute façon c'est déjà en rupture. Voilà. Il y en aura un nouveau, mais il faudra attendre un petit peu si vous ratez la première fournée. Voilà, tiens, tu peux montrer ça. C'est l'installation. Oui. Et on va voir qu'il faut prendre cette tuile là. Et ensuite on vous dit indiquer ça. Voilà. Après, hop, on ça met prend ici le temps. le personnage. Exactement. Là je mets OK à chaque fois pour vous indiquer que hop. Il y a le brouillard de Kerr, juste pour vous montrer en fait un tour. Voilà, là on a placé les 4 tuiles. Et pour vous montrer un tour, voilà, là c'est le tour de la sorcière. Voilà. Régénérer un dé d'effort. Bon, voilà. Ensuite, là ils indiquent des trucs. La prochaine, voilà, c'est le petit texte d'ambiance. Il vous rappelle ici que la destinée, une des destinées, c'est celle-ci, celle qui était indiquée. Hop. Et ensuite, par exemple, là je peux soit me déplacer dans ces différentes tuiles, soit parler à l'église. Là par exemple, visiter l'église. Je dis OK. Et là voilà, j'ai des choix. Donc comme dans un jeu de rôle. Exactement. Ouais. Je peux voler de l'argent si j'en ai envie, ça me fait plaisir. Et voilà. Et là après parfois ce qui est intéressant c'est d'interroger des gens sur votre destinée. Et c'est là où en fait on va faire coder notre destinée. C'est fabuleux. Malin, voilà, c'est vraiment fabuleux et c'est disponible au magasin et on est très content. Et ce qu'il faut quand même dire, j'y pensais, ça a l'air d'un jeu coopératif, mais c'est pas du tout un jeu coopératif. C'est un jeu compétitif. C'est le premier à avoir fait sa destinée qui va gagner. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que d'habitude c'est le style Andorre coopératif, mais pas du tout. Là c'est un peu chacun pour soi avec une espèce de petite course pour prendre l'autre de court en fait. Voilà. Ça il fallait le dire, ce n'est pas un jeu coopératif. Oui. Voilà. Eh bien, on a fait du temps là-dessus, mais ça le méritait, clairement. Juste parce que je vous ai présenté Well Riders, The Card Game, et vu que vous êtes des gens malins, vous avez dit, alors c'est qu'il y a un board game. Évidemment, il y a un board game, mais c'est pas vraiment le même jeu. C'est un jeu avec plus de matériel, un plateau. Alors l'intérêt de ce jeu, déjà, c'est qu'on va pouvoir jouer à très nombreux. C'est encore un jeu de Rainer Knizia, encore mis en lumière par Vincent Dutré. Je l'avais pas dit dans le premier, donc je me rattrape. Pardon, Vincent Dutré. Très beau travail où le plateau va représenter une côte dans un monde un peu post-apocalyptique où on se déplace sur des dos de poissons pour aller récolter des ressources. Donc là on va retrouver de baleines, de différentes baleines, exact. Et évidemment ces ressources vont être sur des ports et vous n'aurez accès qu'à la première ressource disponible le long de la côte. Oui. Et à votre tour de jeu, vous allez pouvoir faire des actions pour payer des sous. Alors la première ressource vaut un certain sou, et après ça coûte de plus en plus cher. Et évidemment, ça se décale. Et je vais acheter ces ressources-là pour faire des missions que j'ai en main qui vont permettre de gagner des points de victoire mais aussi des sous qui vont permettre de racheter des choses pour faire d'autres missions qui vont permettre de piocher des missions. Bref, ça va comboter un petit peu comme ça. C'est aussi une course parce que je n'ai qu'un aller-retour pour faire tout ça. À mon tour de jeu, je vais me déplacer, alors pas trop vite non plus pour laisser pas mal de ports à ma portée, mais pas trop lentement non plus pour pas me faire voler par mes adversaires et arriver au bout de la côte, hop, on repart par là et quand on arrive ici, si on a des sous, on peut s'acheter des perles. Et à la fin, quand il n'y a plus de perles, la partie est finie. Donc le premier qui arrive là, il peut
pas mal se gaver en prenant des perles et mettre fin à la partie. Donc c'est comme un jeu de course, faut pas laisser les autres s'échapper, c'est quand même malin. Wild Rider, ça c'est la version Kickstarter qui est un petit peu onéreuse, qui est à 45 €. Plus tard, Matago sortira une version à une trentaine d'euros qui sera une version pas Kickstarter, mais si vous n'en pouvez plus et que vous voulez pas attendre, on a la Kickstarter en petite quantité, on en fera plus de la version moins chère quand elle sortira. Voilà, on enchaîne avec Cryo. Cryo, un jeu de Tom Joly et de Luc Laurie, un jeu chez Zenman Games. Hop, un jeu qui va se jouer de 2 à 4 joueurs pour des parties de 1 heure à peu près. Là aussi, ça sent un peu le coopératif parce que votre vaisseau, hein, vous voyez ça là, c'est votre vaisseau, donc c'est pas bon signe, Non. parce qu'il est en flamme et il va se cracher sur la planète Cryo. Et la planète Cryo, il fait très très froid. Et vous avez la chance, vous vous êtes craché le matin. Mais vous ne passerez pas la nuit. Donc il faut qu'avant la nuit, vous ayez gagné des abris qui sont dans une espèce de grotte qui sont sur le plateau. Votre vaisseau s'est morcelé en 4 gros morceaux, dispatchés partout sur le plateau. Et sur chaque morceau, il va y avoir vos survivants qui sont dans des petites capsules cryogéniques. Et vous, vous ne pouvez pas les aider, humainement personne ne peut survivre à cette température-là. Vous avez des drones. Et c'est un jeu de pose d'ouvriers, en fait, de pose de drones. Vous avez votre plateau qui a des zones d'atterrissage de vos drones et des zones de décollage de vos drones. Vos drones au début, ils n'ont pas de particularité significative. Vous allez les prendre, vous allez les poser sur le plateau. Sur ce plateau, c'est un jeu de pose ouvrier, donc il y a plusieurs petits tokens à récupérer, des petits jetons, ou alors des petits personnages à récupérer aussi pour les mettre à l'abri dans les grottes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ces petits jetons. Pourquoi ? Parce que ces jetons, vous allez les poser sur votre plateau, comme ça. Et maintenant, quand vous ferez atterrir un drone, vous déclencherez le pouvoir de tous les petits jetons que vous aurez mis dans la ligne du drone. Donc ce petit côté un peu effet combo. Ouais. Vous allez pouvoir acheter des cartes aussi. Et les cartes, comme ceci, ont 3 intérêts. Soit vous allez pouvoir en faire un espèce de véhicule pour transporter vos survivants dans les grottes. Soit vous allez pouvoir les mettre au-dessus pour donner un pouvoir supplémentaire à votre drone. Soit vous allez pouvoir les garder comme une mission de fin de partie qui vous permettra de marquer des points de manière, on va dire, différente des autres joueurs selon les cartes que vous aurez eues en main. Voilà, okay. Très beau matériel. Là aussi, c'est un projet Kickstarter qui vient d'atterrir chez Zenman Games. Donc, très beau petit drone en plastique, plateau double layer creusé. Voilà, petit jeton des survivants en plastique. Très beau plateau avec les débris éparses du véhicule qui vous met vraiment dans l'ambiance. Moi je croyais que c'était un coopératif, mais en fait pas du tout, c'est un compétitif, c'est le premier qui a fait survivre, qui a mis en sécurité ses survivants dans ces fameuses grottes qui elles-mêmes font des combos. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a aussi des combos de grottes avec des petits chemins qu'on va déclencher et un système de majorité des gens qu'on aura mis dans les différentes salles des grottes. Bref, il y a de quoi faire si vous aimez les jeux un petit peu comme ça cérébrés, et aussi il y a une ambiance très forte qui se dégage du jeu. Et si vous aimez les petits jeux de combo et d'amélioration et donc de parties sans arrêt différentes selon les choix que vous aurez fait, votre plateau va être différent et donc vos drones vont être différents et donc votre capacité de récolte et de gestion de ressources va être différente. Et ben Cryo est là pour vous. Voilà. On continue par là ? Oui. Alors, voici un jeu qui est très particulier, il s'appelle Codex, l'ultime secret de Léonard de Vinci. C'est comme une espèce d'escape, mais en boîte, comme ça. On va retrouver le côté escape parce que par rapport à Unlock, par exemple, il y a beaucoup de manipulation, d'observation de vrais objets. Je vais vous montrer, je vais pas vous spoiler jusqu'au bout, mais je vais quand même vous montrer, ça vaut le coup d'être regardé. En gros, vous recevez cette boîte. Cette boîte va vous occuper pendant 3h30. Il faut briser son secret. Vous l'avez hérité, il y a votre nom dedans, il y a un petit message qui vous est adressé, un petit peu comme les flammes d'Alderstein que tu avais présenté la semaine dernière. C'est un jeu en fait sans règles, c'est-à-dire vous pouvez prendre la boîte, vous l'ouvrez, et là c'est la découverte. Hop, regardez ça, c'est magnifique. Vous avez une petite lettre qui vous est adressée, je ne vais pas la lire, mais en fait, il y a un petit cachet. C'est le notariat qui vous dit que vous avez hérité de cette boîte. Bref, vous avez une enveloppe que je ne vais pas ouvrir, mais il y a des choses dedans. Vous avez un carnet, vous avez une boîte avec un cadenas. Comment ouvrir cette boîte ? Vous avez, ceci. Voilà, plein de choses que vous allez lire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment ouvrir les choses et comment avancer dans l'énigme, puisqu'il y a plein de boîtes et c'est vraiment super bien parce qu'on a vraiment cette sensation d'escape réellement, puisqu'on manipule des choses. On va même ouvrir un cadenas. Les escapes, c'est les cadenas, on le sait tous ça. Et ben on va pouvoir vraiment s'amuser et pas pendant une demi-heure, 1 heure, non, c'est au moins 3h, 3h30 de jeu et après c'est complètement rejouable. Vous remettez tout, vous fermez le cadenas, vous fermez la boîte et vous la laissez en legs à quelqu'un qui devra lui aussi trouver l'astuce pour pouvoir à son tour l'offrir à quelqu'un. Voilà, Codex, l'ultime secret de Léonard de Vinci, auteur Florent Cotella, il doit en avoir dans le cerveau lui.
voilà le designer, parce que c'est vraiment un vrai travail de mise en avant de ce jeu qui est vraiment fabuleux, de Philippe Monpas. Et c'est un jeu où on peut jouer solo, on peut jouer autant qu'on veut, et on peut ensuite l'offrir une fois qu'on l'a fait. C'est parfait. Codex, le jeu d'enquête. On a une nouveauté dans les jeux à deux. Exactement, on a Aqualine. Aqualine, c'est un jeu presque abstrait, hein. Tactique, aquatique, abstraite. C'est-à-dire que certes, il y a un joli petit matériel avec des jolies petites tuiles comme ça va, pas de reflet? Là, c'est bon, ouais. Ok, avec des jolies petites tuiles en style bakélite comme ça, qui représentent différentes familles d'animaux aquatiques. Hein. Oui, de fruits de mer. Voilà, de fruits de mer, voilà, des étoiles de mer, des pieuvres, des crabes, etc. Et différentes couleurs. Il y a 6 types d'animaux et 6 couleurs. Évidemment, un joueur va jouer les animaux et l'autre va jouer les couleurs. On a toujours un marché avec 6 tuiles. À mon tour de jeu, je pose une tuile pour créer des ensembles. Moi, jouant les animaux, je vais essayer de créer les plus grands ensembles d'animaux identiques. Par exemple, un grand groupe de crabes ou un grand groupe de tortues. Et toi, tu vas pouvoir jouer aussi sur ce que je suis en train de faire parce que tu joues les couleurs. Et tu vas essayer de créer un grand groupe bleu ou un grand groupe rose ou un grand groupe rouge. Là où c'est sympa, c'est qu'il y a les courants marins. C'est qu'au début de mon tour, je peux, comme dans un taquin, déplacer une tuile. Par exemple, tu vois cette tuile-là, oui. Je peux la prendre et bim, l'envoyer ici. Okay. Pour créer justement un groupe de, je sais pas quoi, ça c'est une espèce de, c'est un poisson. Oui. Voilà, là tu vois, là, hop, je me fais un groupe de poissons et puis je récupère ce poisson et je le colle ici et j'ai un groupe de poissons. Okay. Mais toi, tu peux peut-être après récupérer le poisson, l'amener ici et coller un autre truc bleu. Okay. Voilà, on va faire ça jusqu'à ce que le plateau soit entièrement rempli, puis après on va compter les différents groupes, sachant que c'est exponentiel. Si j'ai un seul petit poisson ou petite couleur, j'ai un seul point. Mais si j'ai jusqu'à 6, eh ben j'ai 15 points. Okay. Voilà, c'est tout bête. Si vous aimez les jeux abstraits, ça peut être le jeu de l'été comme ça, que vous jouez très rapidement, tactique, fourbe évidemment, complètement abstrait, hein, vous n'avez pas du tout l'impression de vous occuper de poissons ou de quoi que ce soit, mais ça fait le job, Aqualine. Et c'est, pardon, il faut le dire, un jeu pour 2 joueurs, on l'a dit, un jeu de Marcello Bertocchi. Voilà, et c'est Yellow qui nous le propose. Ah bah il était là, Marcello Bertocchi, pardon, j'ai des yeux tout moisis. Voilà, et du coup, bah oui, en effet, j'ai enchaîné un jeu d'énigmes avec un autre jeu d'énigmes, mais on a fait une petite parenthèse avec Aqualine. Voici 2 jeux d'énigmes fort célèbres que les fans d'Exit seront très heureux de voir ressurgir. Exit, l'affaire du Mississippi, Exit, le vol vers l'inconnu. Exit, c'est quoi? C'est de l'escape aussi, hein. C'est un peu la mode, ouais. Avec un matériel qu'on va plier, qu'on va tordre, qu'on va des fois dessiner. Donc, contrairement à Unlock, il n'y a pas de rejouabilité, mais il y a une immersion très forte et surtout beaucoup d'astuces très intéressantes pour qui aime les escapes et qui aime être surpris par des astuces qui ne sont pas toujours évidentes et ne sont pas vues et archi-vues. Oui. Là-dessus, on va rajouter des petits pions. Voilà, il y a des petits pions dans cet exercice-là. Vous êtes dans un bateau, il y a eu un meurtre. Voilà, c'est une enquête. Hein. Clairement, c'est un truc un peu à la Agatha Christie. Ça, c'est tous les suspects que vous allez pouvoir confronter. Et là, vous êtes dans un avion. Et comme vous pouvez le voir, ça se passe pas très très bien. Voilà. Donc à vous de survivre de ce vol, de reprendre le contrôle de l'avion. Vous aurez des petites destinations comme ça, vous allez devoir faire des petites choses comme ça qui vont contrôler votre avion. C'est super Exit. Voilà, si vous passez cette espèce de choc de devoir jeter votre boîte après l'avoir joué, vous avez une expérience escape qui est très forte. Et ceci étant fait, nous allons passer maintenant aux nouveautés pour les enfants, parce qu'il y a des petites choses quand même. Voici le Petit Ogre à l'aventure, un jeu coopératif à partir de 5 ans dans les éditions Bayard. Les éditions Bayard, elles n'aiment pas mettre en valeur les auteurs de jeux. Non, c'est vrai, hein. Et en plus, je vais vous dire pourquoi c'est clairement pas mis en valeur, parce que nous, dans le monde du jeu, on les connaît, ceux qui ont fait ce jeu-là. Ils s'appellent Wilfried et Marie-Fort. C'est ceux qu'on fait Dragomino avec Bruno Catala, c'est ceux qu'on fait l'As d'Or pour les jeux pour les enfants. Donc bon, c'était quand même une valeur sûre à mettre en avant. Donc il faut croire que Bayard, avait pas envie de mettre en avant Wilfried et Marie-Fort. Tort réparé, Wilfried et Marie-Fort, car c'est un jeu que vous avez fait et qui est un jeu coopératif. On va avoir un petit pion d'ogre comme ça, on va avoir des cartes qui vont être dans un petit carré, ces cartes représentant soit des globes, soit des chemins, et notre but c'est d'aller retrouver des amis dans les chemins et des lieux dans les cartes globes. Sauf que des cartes globes qui ont des lieux, il n'y en a pas toutes. Et des cartes chemins qui ont des amis, pareil, il n'y en a pas toutes. Certaines cartes sont recto verso, exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un chemin et de l'autre côté il y a un chemin. Ou alors il y a un chemin où il y a des copains. Mais du coup, il va falloir se rappeler, parce que si je suis dans un chemin que j'ai retourné et que c'était vraiment qu'un simple chemin, il faut qu'on se rappelle que c'était qu'un simple chemin, pour pas le retourner à nouveau, pour voir que c'était qu'un simple chemin. Ouais. Et ce petit ogre, il va pas se déplacer n'importe comment, il va se déplacer grâce à des cartes qu'on a en main, qui indiquent de combien de cases je peux les déplacer, et selon la couleur de la carte que j'ai, je pourrais aller soit sur un chemin, soit sur un globe
à la fin de mon déplacement. J'explique, si jamais je suis là et que je peux me déplacer de 2 chemins, j'ai le droit de faire 1-2 et de finir sur une carte chemin. Mais si c'était une carte globe, eh ben je peux pas faire 1-2 parce que c'était une carte globe et que je finis sur une carte chemin. Voilà, c'est malin, il va falloir gérer sa petite main de carte. Je pense que en tant que parent, on peut bien s'amuser. Il va falloir aller retrouver tous nos amis et aller visiter tous les lieux. Bref, amener le petit ogre en balade. Voilà, c'est très mignon le petit ogre et c'est de Wilfried et Marie-Fort. Et voici une patate à vélo, c'est tiré d'un livre. Oui, d'accord. Enfin oui, ça c'est une patate à vélo. Oui, bien sûr. C'est tiré du livre de Élise Gravel et cette fois c'est une patate à vélo, le jeu. Un jeu pour les petits aussi. Et très malin parce que ça va les amener à argumenter, à penser de ce qui est possible et pas possible. Et c'est un jeu coopératif. En gros, on va tirer une carte de chaque paquet. Par exemple, tiens, je vais vous faire. Est-ce que ça se peut un squelette qui boit du café? Alors, on a des petits jetons, voilà. Moi j'ai un petit jeton, bah non, ça se peut pas. Ou, oh ouais, ça se peut. Toi aussi, t'as des jetons comme ça. On va chacun en parier en secret. On va révéler, parce que moi je pense que ça se peut pas. Et si toi aussi tu penses que ça se peut pas, alors on a marqué un point de notre petite patate à vélo. Mais si toi t'as dit que ça se pouvait, tu vois, bah on va pouvoir débattre un peu. Bah non, ça se peut pas un squelette qui boit du café. Bah oui, mais si, dans les dessins animés, voilà, et c'est rigolo, voilà. Est-ce que ça se peut une éducatrice qui se salit? Bah oui, ça se peut, hein, parce que l'éducatrice, souvent, elle va jouer avec les enfants, dans le bac à sable. Enfin bref, on va amener l'enfant à parler de situations, à parler de choses plausibles ou pas plausibles, dans un petit jeu coopératif très très malin. Voilà, une patate à vélo, le nom est rigolo, le jeu est rigolo. Si vous voulez vous amuser avec vos enfants, et ben ça, c'est très très chouette aussi. On finit avec Pop, Pop, l'ami des enfants, l'arc-en-ciel de Pop. Alors là, c'est pour les tout petits. Donc eux, ils mettent en avant leur créateur de jeu. Non, pas vraiment. Hein. C'est d'après l'univers d'Alexander, c'est évidemment parce que Pop, c'est des petits livres pour les enfants. Et donc là, on a un jeu un peu à la Little Circuit, puisque tu vas devoir avancer sur les cases de couleurs. Mais pour ça, tu as un petit jeu de mémoire, c'est-à-dire tu as des cartes de différentes couleurs. Et pour avancer sur cette case-là, il faut que je retrouve la carte orange. Pour avancer sur celle-là, il faut que je retrouve la carte rouge. Donc on part de là évidemment. Donc d'abord, il faut que je trouve la violette, puis la bleue, puis la verte, etc. À chaque fois que j'ai trouvé la bonne carte, évidemment, c'est un jeu de mémoire, donc des fois je vais pas trouver la bonne carte. Des fois, j'ai trouvé la carte du loup, et le loup il me court après. Et il avance. Et si le loup il rattrape Pop, boum, la partie elle est perdue. Mais si Pop il arrive à l'arc-en-ciel avant, sachant qu'à chaque fois qu'il est avancé sur une case, il va prendre le petit jeton de l'arc-en-ciel et créer, pour les enfants c'est chouette, un petit arc-en-ciel en 3D. S'il arrive ici, il a gagné la partie. Voilà, c'est méga mignon aussi l'arc-en-ciel de Pop. Et c'est disponible et ça fait plaisir de présenter 3 petits jeux comme ça pour les enfants qui vont faire plaisir dans les familles parce que le jeu pour les enfants c'est chouette qu'ils se mettent au jeu les enfants. Oui. Un jeu intéressant. Je présente le couloir. Oui, vous l'avez pas montré la dernière fois. Voilà, parce qu'on a un peu élagué, on va dire, tous les objets qu'il y avait dans le couloir pour faire quelque chose d'épuré, voilà, de zen, voilà, et de mettre en valeur certains jeux qui le méritaient. Dans ce couloir qui nous amène aux nouveautés jeux de rôle. Oui. Et oui, puisqu'il y a Antoine pour les jeux de rôle. Antoine. Ah, il y a une petite lettre. Thomas. Devant la pauvreté une fois de plus et le manque de considération lié à l'actualité des jeux de rôle, j'ai décidé de te laisser te débrouiller. Enfin en gros t'as une VO et une réédition. Antoine. Ok, d'accord. Ok, bah c'est moi qui vais vous présenter les nouveautés jeux de rôle. Ouais, il n'y a pas grand chose, hein, ça va. Voilà, ça va être vite fait. Alors j'ai pas la connaissance d'Antoine, malheureusement. Ici nous avons un Donjons et Dragons fort joli, mais en anglais. Voilà, vous êtes fan de Donjons et Dragons, voici Tasha's Cauldron of Everything. Voilà, de Donjons et Dragons. Et une réédition qui était très attendue. Warhammer Fantasy, la boîte d'initiation. Le livre de base révisé arrive d'ici une quinzaine de jours, donc patience. Mais c'est une boîte d'initiation de bonne qualité, vraiment, notamment parce qu'elle vous offre des dés Q-Workshop qui sont les meilleurs dés du marché en termes de dés de rôlistes, parce qu'ils sont super gravés, super travaillés, un peu runiques comme ça. Et vous avez, comme toute boîte d'initiation qui se respecte, un petit scénario d'introduction, des règles épurées pour pouvoir vite prendre en main le jeu et pouvoir se raconter des belles histoires et pouvoir comprendre un peu la mécanique du jeu et avoir envie, pourquoi pas, de prolonger l'aventure grâce au livre de base qui, je vous l'ai dit, donc sort d'ici une quinzaine de jours en édition révisée. Voilà, pas la peine de vous retrouver derrière le comptoir, mais je vais vous présenter le jeu Dune Imperium après cette courte petite séquence de pause. Le jeu Dune Imperium arrive bientôt, on l'a eu en exclusivité et on remercie David des Lucky Duck Games de nous l'avoir fait parvenir. On y a joué, on a adoré et on va vous expliquer pourquoi c'est si bon. Et nous sommes de retour dans cette vidéo du vendredi pour vous présenter le jeu Dune
Imperium. Dune Imperium, c'est un jeu qui va sortir d'ici une quinzaine de jours. C'est un jeu distribué par Lucky Duck Games, c'est une production Legendary, donc c'est un rapport avec le film qui va sortir bientôt sur les écrans. C'est un jeu de Paul Dennen, et Paul Dennen, c'est celui qui nous a offert Clank. Et on va retrouver un côté deck building. Voici notre partie qui est finie. Comme ça, vous voyez un peu le jeu en situation. Ça nous a pris à peu près 2 heures, explication comprise. Hein, Alex ? Oui. Voilà, 2 heures, donc on a joué à 3, donc ça veut dire que 4 heures serait 2h30, on peut dire une demi-heure par joueur. Ça paraît tout à fait raisonnable. C'est un jeu de deck building et de pose d'ouvrier. Donc si vous avez aimé les ruines de Narak, vous devriez vous intéresser à ce jeu-là, parce qu'en plus il va amener des petites choses supplémentaires et très très intéressantes. Donc si vous ne connaissez pas Dune, très rapidement je vais vous présenter les différents emplacements du plateau. Vous avez la planète de Dune ici, puisque évidemment c'est la planète de toutes les convoitises. C'est elle qui produit les épices, et qui contrôle les épices contrôle le monde. Donc votre but, c'est aussi d'aller collecter ces épices, et il n'y a que sur Dune que vous les récupérez. Vous avez également des factions dans cette histoire de Dune. Vous avez les Fremen, ce sont le peuple qui vit sur la planète de Dune. Eux, ils contrôlent l'eau. L'eau est une denrée rare dans le jeu, c'est très thématique. Et donc si vous prenez le contrôle des Fremen, vous aurez de l'eau, et ça c'est bien les Fremen, pas les Femen. Les Bene Gesserit qui sont ici, ce sont des espèces de mystiques dans tous les mauvais coups ils sont, les intrigues, c'est là que vous irez les récupérer. Vous avez également de la guilde spatiale qui va vous permettre de vous déplacer dans l'espace plissé. Vous vous souvenez, dans Dune, il vous explique que si vous prenez une feuille de papier pour vous rendre du point A au point B, ça vous prend une longue distance, mais si vous pliez la feuille de papier et que vous la regroupez, et bien pour aller du point A au point B, en fait c'est juste à côté. Et ça s'appelle l'espace plissé, et vous allez pouvoir vous déplacer très vite grâce à la guilde spatiale. Vous avez l'empereur, évidemment, celui qui contrôle ce monde. Il est très friand d'épices. Vous allez pouvoir lui payer des épices, évidemment, il vous donnera des armées, parce que dans le jeu Dune, il y a des combats. Vous avez le conseil du Landstrat, c'est évidemment là que vous allez pouvoir dépenser votre argent pour créer des armées, récupérer un nouveau pion, puisque vous commencez qu'avec 2 petits agents. Vous allez pouvoir aussi faire appel au Manta Ray, c'est ça, c'est lui, qui va vous permettre évidemment d'avoir un pion supplémentaire juste pour le tour en cours, pouvoir mettre un siège au conseil qui vous donnera permanent 2 sous d'achat, puisque c'est un jeu de deck building, il y aura des achats de cartes. Et vous avez enfin pour finir le Chum, c'est un peu la guilde des marchands, c'est là que vous allez revendre vos épices pour les sous. Tout est hyper intéressant, vous avez aussi les cités, évidemment les cités de Dune, vous pouvez y faire différentes choses, et vous avez également les déserts de Dune, et c'est là que vous allez récolter de l'épice, c'est là que sont les vers de sable. Voilà, vous avez le jeu de pose d'ouvrier classique avec plein d'endroits que vous voyez, et une iconographie très claire. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va gagner des ressources qui peuvent être soit de l'eau, soit des épices. Les épices sont en orange comme ceci, l'eau est comme ceci, les sous c'est ceci, et tout ça va pouvoir être échangé. Tout est intéressant, cela dépend du tempo dans lequel vous allez jouer. Vous allez pouvoir piocher des cartes, vous allez pouvoir gagner des troupes, vous allez pouvoir récolter des intrigues. Les cartes intrigues, tu as vu Alex, c'est ces petites cartes là qui vont faire plein de petits twists dans le jeu. Vous les piochez et vous regardez. Ça peut être des cartes de fin de partie. Voilà, et c'est un espèce de petit bonus de fin de partie si j'arrive à l'atteindre. Ça peut être des cartes qui s'appellent des complots, que je peux jouer n'importe où pendant la phase du tour des joueurs, les phases agents et phases de révélation. Et ça peut être des combats, comme cette embuscade que je t'ai mis en fin de partie et qui m'a permis de remporter la dernière victoire. Et voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, vous allez avoir seulement 2 petits pions au début appelés agents, et vous allez avoir un paquet de cartes de départ avec 10 cartes de départ, très faibles. Et l'intérêt des cartes, c'est justement 3 intérêts. Une carte vous permet de vous déplacer dans certains lieux. Vous voyez qu'avec la carte Dune, la planète des sables, je ne peux aller que là où il y a des symboles jaunes, c'est-à-dire ici, ici, ici ou au Chum. Et on va avoir des cartes qui me permettent de me déplacer plutôt dans les cités. Évidemment, la diplomate au début est très utile pour aller voir les fameuses guildes, les fameuses tribus, ici, les Fremen, les Bene Gesserit, la guilde et l'empereur. Et il y a un petit jeu d'influence et de pouvoir, parce que vous avez une petite piste ici où vous allez mettre vos cubes au tout début, et à chaque fois que vous allez aller dans un lieu, vous allez augmenter votre influence. C'est un jeu qui va se jouer en 10 points de victoire gagnants, c'est une course. Donc le premier qui atteint 10 points de victoire met fin à la partie. Et ce symbole-là, c'est le symbole des points de victoire. Donc le premier, dès que vous arrivez ici, vous avez déjà un point de victoire. Vous en avez un sur chacune des factions qui sont là. Et évidemment, si vous montez jusque dans cette zone-là, vous allez prendre le contrôle de la faction. Par exemple, j'avais pris le contrôle des Fremen, et j'avais donc un point de victoire qui était temporaire. Si à un moment Antoine m'avait dépassé, il pouvait récupérer ce jeton pour lui, à son tour, marquer un point de victoire et moi perdre mon point de victoire. Ce qui veut dire que selon les emplacements où vous allez aller, vous allez augmenter votre influence et pouvoir faire en plus
les petites actions qui sont là. C'est un jeu de pose ouvrier couplé avec des cartes, parce que ces petits pions que vous allez jouer là, vous ne pouvez jamais les jouer seuls, vous devez les jouer accompagnés de cartes. C'est en fait l'emplacement que vous allez envoyer votre personnage. Donc ici, je joue un pion sur un emplacement qui a le triangle jaune. Voilà, grosso modo ce qui va se passer, et c'est pour ça qu'à un moment, ces cartes faibles, ne vous permettant pas d'aller dans plein d'endroits, vous allez en acheter d'autres, on le verra dans la phase d'achat. Vous allez donc chacun votre tour poser un petit pion, c'est rapide, il n'y a que 2 pions au début, possibilité d'en acheter un 3e ici chez le maître d'armes, et vous allez ensuite faire les petites actions en plus qui vous permettent de récupérer des intrigues, de détruire des cartes. Par exemple chez les Bene Gesserit, on va pouvoir épurer son deck et en plus piocher des cartes, donc ça c'est très intéressant. Vous allez récupérer des épices, des ressources, des armées. Je vous expliquerai les armées que vous allez poser dans le combat. À partir du moment où vous avez ce symbole de combat, vous avez le droit de poser les armées dans le combat. S'il n'y a pas ce symbole de combat, par exemple ici dans la rallier des troupes, n'est-ce pas, ou alors dans le hall de l'oratoire, la troupe que je gagne n'a pas le symbole combat, comme ceci, donc vous la mettez dans votre garnison. Voilà. Et la garnison, il y a des troupes, mais elles ne sont pas dans le combat. Maintenant, une fois qu'on a fait cette phase-là, je vais revenir sur les cartes. Vous vous rappelez, les cartes avaient un intérêt. Soit elles vous permettaient de savoir où vous allez vous déplacer votre agent. Elles ont également un petit pouvoir dans cette ligne-là. Ici, la chevalière, donc on a tous un petit personnage. Toi, tu avais le comte Menon Thorvald. Donc, ta chevalière te permettait de gagner un épice. Voilà, chaque petite carte de départ est différente. Évidemment, ici, vous voyez que dans les cartes d'achat, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, ici, je vais pouvoir aller voir l'empereur grâce à mon agent, mais également, je vais pouvoir faire cette action-là en plus. Autre intérêt d'une carte, c'est que si je la joue pas pendant ce qui s'appelle la phase d'agent, c'est-à-dire en même temps qu'un agent, je la garde pour la phase révélation. Les cartes que je vais jouer pour la phase révélation, ben en fait, ça va être ce qui me permet de marquer des points d'influence afin d'acheter des cartes dans le marché. Il y a toujours 5 cartes disponibles, plus 3 cartes un peu particulières qu'on verra. Et en plus de ça, il y a des fois des symboles, comme ici, comme tu vois ici, Alex. Oui. Ça me donnerait, si je la garde dans ma main en phase d'influence, une point d'influence et aussi un point de combat supplémentaire pour mes armées. Pour le combat qui va être révélé à la fin du tour en cours. Grosso modo, c'est tout, mais ça fait que c'est très intéressant, parce qu'une carte, en fait, ben, il faut savoir où elle va me permettre de me déplacer, ce qu'elle va me rapporter en petit bonus si je la joue en phase agent, et ce qu'elle va me rapporter si je la joue en phase de révélation en termes d'achat ou de capacité de combat. Une fois qu'on a joué tous nos cartes et nos agents, eh bien on va passer dans la phase révélation. Cette phase peut être différente selon les joueurs, un peu comme dans Everdell, c'est-à-dire un joueur peut avoir déjà acquis son 3e agent et lui être encore dans sa phase d'agent, et toi par exemple Alex passer directement dans ta phase révélation. Oui. On va donc révéler toutes les cartes, additionner, acheter des cartes, remettre donc ces clanks, hein, on retrouve même le symbole de clank, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Dans le marché il y a 3 cartes un peu particulières, donc il y a cette carte là, l'épice doit couler. Pour 9 d'achat, elle vous donne tout de suite un point de victoire. C'est bien, mais il ne faut pas le faire trop tôt pour pas trop pourrir votre deck, parce que quand vous l'avez en main, elle vous rapporte rien, elle vous permet de vous déplacer nulle part, et elle vous rapporte qu'un épice dans la phase normale. L'espace plissé, c'est cette fameuse carte qui vous permet de voyager très vite en allant voir la guide spatiale. Et bien évidemment, vous voyez, c'est fromage et dessert, vous avez absolument tous les symboles qui vous permettent d'aller absolument partout. Et le contact d'Arrakis qui vous permet en fait d'avoir du 2 pour 2, ça c'est bien pour acheter et aussi pour vous déplacer dans les cités. Et dans le Landsrat, le fameux conseil, vous allez récupérer des sous, des armées et également du siège au conseil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que cette phase de joueurs et de révélation a été faite, il y a un combat. Les troupes ont été engagées pendant cette phase des joueurs, donc on en a mis certaines dans la garnison. Un combat va avoir lieu. Ce combat, en fait, il est, on va dire, motivé par une carte conflit qui a été tirée au début de la partie. Vous avez un deck de conflit qui est généré aléatoirement. Il y a 10 cartes, donc le jeu peut se finir aussi avant qu'un joueur ait 10 points de victoire. Si personne n'atteint 10 points de victoire, mais que le paquet de cartes est fini, la partie est finie. Donc au début de chaque tour, on va révéler le conflit en cours. Donc là, on était vers la fin de jeu, hein, Alex. Oui. C'était très important. Hein. Il y avait 2 points de victoire à gagner, plus le contrôle du bassin impérial, puisque ça s'appelle bataille pour le bassin impérial, pour le premier joueur, et 5 épices pour le deuxième, et 3 épices pour le troisième. Donc ça donnait envie d'aller dans le combat. Évidemment, il fallait faire tous ces combos, et vu que c'est des cartes de fin, le conflit est très intéressant. Au début, le conflit est un peu moins intéressant, quoi. Vous pouvez avoir des trucs qui sont un peu plus de l'ordre de l'influence ou de récupérer des intrigues et le mentat, des petites choses comme ça. En fait, le paquet est constitué de phases 1, 2 et 3, les phases 3 étant celles qui rapportent beaucoup de points de victoire et donc demandent beaucoup d'armées pour être sûr de remporter ces combats primordiaux. Voilà, une fois que le combat a été fait, on perd toutes les troupes engagées, donc là c'était la fin, c'était la fête, hein. On dégage tout.
On va ramener des épices sur tous les lieux où un agent n'avait pas été posé, ça s'appelle la phase des faiseurs, tout est indiqué ici. Et on va rappeler nos troupes, on va repiocher 5 cartes et on roule, on roule, on roule. C'est super agréable, il y a cette sensation de faire de plus en plus de choses, d'avoir de plein de combos possibles, plein de lieux ouverts. Les épices sont importantes, l'argent est important, l'eau est importante, piocher des cartes c'est important, acheter des bonnes cartes c'est important, vous déplacer dans les bons endroits c'est important, avoir de l'argent, avoir des tours supplémentaires, avoir un siège au conseil, bref, il y a des stratégies multiples et très variées qu'on vous laissera découvrir si vous faites l'acquisition de cet excellent jeu. A noter que vous avez un paquet de cartes pour jouer en solo qui s'appelle la maison Agal. Si vous jouez seul, vous allez jouer contre 2 adversaires fictifs qui vont se positionner selon les cartes posées que vous tirez pour eux. Et si vous jouez à 2, vous avez un adversaire fictif qui va aussi jouer avec ce paquet de cartes. Donc c'est très bien fait. Ils vont mettre des pions dans le conflit aussi. Ils vont vous prendre des majorités. Ils vont revendre des choses très vite. Leur but c'est d'atteindre 10 points de victoire avant vous. Donc pour l'eau, c'est important. Dès qu'ils en ont 3, ils revendent. Dès qu'ils ont 3 épices, ils revendent. Dès qu'ils ont 8 sous, hop, ils revendent. Bref, vous n'allez pas les laisser accumuler, mais pour ça, vous allez perdre du temps et perdre des endroits intéressants. C'est quand même très sympa à jouer en solo, même si les sensations sont très différentes du jeu à plusieurs. Voilà, Dune Imperium, ça sort d'ici une quinzaine de jours, c'est-à-dire aux alentours du 15 juin. C'est un petit bijou, vraiment. Si vous aimez les jeux de deck building, pose ouvrier, il y a un thème quand même très fort. Même si c'est assez, voilà, c'est des pions en bois, on l'a vu, hein, c'est des cubes, etc. Oui. Ça raconte quand même une histoire, toutes les cartes sont assez thématiques, quand on lit leur titre, ça vous évoque, ça vous transporte tout de suite sur la planète de Dune. Si vous aimez l'univers de Dune, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous aimez pas, ça reste quand même un très bon jeu de cartes, vraiment très malin, de deck building très malin, tu l'as vu Alex. Ouais. Et si vous n'aimez ni Dune, ni les jeux de cartes, ni les poses ouvriers, bah, y a plein d'autres jeux à la boutique pour vous contenter. Voilà, la vidéo du vendredi est maintenant finie, merci de l'avoir suivi, merci de liker, commenter, partager, merci maintenant de suivre nos petits sketchs sur les vendeurs, vous verrez ça va être rigolo et il va y en avoir plusieurs le long de ce mois-ci. Et d'ici là, je vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine, ce sera soit Alice, soit toi Alex, ouais. Moi je vais me reposer la semaine prochaine, je vous dis à bientôt au magasin et surtout à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.